Lors du dîner de la fête des mères, ma sœur annonce sa 3e grossesse. Mes parents m'ordonnent de l'aider, ma sœur me dénigre. Agacé, je quitte la maison. Mais le lendemain, un appel de la police va tout changer. Je m'appelle Jeanne Dubois. J'ai 30 ans et j'aurais dû savoir que le dîner de la fête des mères n'avait jamais vraiment consisté à célébrer les mères. Dans ma famille, chaque rassemblement était une scène et tout le monde avait déjà un scénario pour moi avant même que je ne m'assieds. Je suis arrivé avec une tarte du commerce, un sourire poli et la vieille habitude de me rendre utile avant que quiconque ne puisse me le demander. Puis, à mi-chemin du dîner, ma sœur aînée, Sophie, a levé son verre, a souri comme si elle dévoilait un miracle, et a annoncé qu'un 3e bébé était en route. Ma mère a applaudi la première, presque les larmes aux yeux de joie, et a dit que c'était tout ce qu'elle avait prié. Mon père a hoché la tête une fois, s'est tourné vers moi, et avec la certitude décontractée d'un homme qui assigne quelqu'un à déplacer des meubles, a dit que j'aiderais avec les enfants. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Puis j'ai vu le sourire satisfait de ma mère. Puis ma sœur s'est appuyée sur sa chaise et a dit que je ne faisais rien d'important de ma vie de toute façon. Alors, au moins, maintenant j'aurai enfin un but. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste souri de la manière dont j'avais appris à sourire quand quelque chose en moi se brisait, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti de la maison tandis que les fourchettes se sont tues contre les assiettes. Je suis rentré chez moi, les mains tremblantes sur le volant, sans savoir que le lendemain matin, mon refus ne serait pas seulement qualifié d'égoïste, il serait traité comme un crime. Dès que je suis rentré à mon appartement, le silence m'a frappé plus fort que le dîner. Il n'y avait pas de regards accusateurs, pas de commentaires lourds de sens, pas d'enfants courant pendant que les adultes décidaient de mon avenir à ma place, juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration, aiguë et irrégulière. J'ai posé la tarte sur le comptoir sans même la sortir de sa boîte, j'ai retiré mes chaussures et je me suis tenu au milieu de mon salon, essayant de comprendre pourquoi je me sentais coupable d'avoir dit non à quelque chose que je n'avais jamais eu à accepter en premier lieu. C'était l'astuce que ma famille avait perfectionnée au fil des ans. Ils ne demandaient jamais directement avant que la réponse n'ait déjà été choisie pour moi. Ils utilisaient le ton, le moment et l'obligation. Ils enrobaient leurs exigences dans des mots comme famille, amour, soutien, loyauté, sacrifice. Au moment où j'étais assez âgé pour comprendre ce qui se passait, j'avais déjà été entraîné à intervenir. Quand ma sœur voulait sortir au lycée, je restais à la maison pour aider. Quand ma mère disait qu'elle était épuisée, j'annulais mes projets. Quand les fêtes arrivaient, je cuisinais, nettoyais, divertissais, apaisais, portais, réparais, m'excusais. Ce n'était jamais appelé du travail. C'était juste appelé être une bonne fille. Et parce que je ne criais pas, parce que je ne me rebellais pas tôt, parce que je leur rendais la vie plus facile, ils confondaient ma patience avec de la disponibilité et ma gentillesse avec une forme d'appropriation. Mon téléphone a commencé à vibrer moins de 10 minutes après mon retour. Maman. Papa. Maman encore. Puis ma sœur. Puis un flot de messages tellement prévisibles que je n'ai même pas eu besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils disaient, ne sois pas dramatique. Tu nous as embarrassés. La famille s'entraide. Reviens et parle comme un adulte. La partie la plus insultante était la dernière, car tout ce que j'avais fait était de me comporter comme la seule adulte de cette maison. J'ai ignoré chaque message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne enfin. Puis j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme si j'existais pour être à la disposition de tous. Amandine a décroché à la 2e sonnerie. Elle n'a pas commencé par « que s'est-il passé » ou « battu exagéré » ou peut-être qu'il ne voulait pas dire ça comme ça. Elle a juste dit « tu es parti, n'est-ce pas ?» Je me suis assise par terre à côté de mon canapé, j'ai ri une fois sans humour, et j'ai dit « je suis arrivé à la voiture avant que quelqu'un ne se souvienne que j'étais humaine. » Je lui ai tout raconté, l'annonce, les applaudissements, mon père me désignant comme si j'étais intégré au budget familial. Le commentaire de ma sœur sur le but, dit avec ce petit roulement d'yeux qu'elle avait maîtrisé depuis l'adolescence. Celui qui disait que j'étais ridicule de vouloir une vie qui ne tourne pas autour de la sienne. Amandine a écouté en silence, puis a dit quelque chose qui a eu plus d'impact qu'un simple réconfort habituellement. Jeanne, il continue de faire ça parce que ça fonctionne, pas parce que c'est juste. Parce que ça fonctionne. J'ai appuyé ma tête contre le canapé et j'ai fermé les yeux. Elle avait raison. Le pire n'était même pas ce soir. C'était le schéma.
Il ne s'agissait pas d'un seul dîner ou d'une seule grossesse. Il s'agissait d'une vie entière à être traitée comme la paire de mains supplémentaires, le réservoir émotionnel de secours, la fille dont les plans étaient toujours flexibles parce que personne n'avait jamais pris la peine d'apprendre ce qu'ils étaient. J'ai finalement raconté à Amandine la partie que j'avais à peine admise à voix haute, que je me préparais tranquillement à lancer mon propre studio de design dans les prochains mois, que j'avais passé 2 ans à travailler en freelance, à économiser, à bâtir un portefeuille de clients. À travailler tard le soir pendant que ma famille disait aux proches que j'étais encore en train de trouver ma voie. Amandine est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Alors, ils pensent que tu es libre parce qu'ils n'ont jamais respecté ce que tu construis. » Cette phrase s'est posée dans mon appartement comme un verdict. Elle m'a dit de ne répondre à personne pour l'instant, de respirer, de documenter les messages, d'arrêter d'agir comme si les limites avaient besoin d'autorisation. Puis elle a dit autre chose que je ne pouvais pas ignorer, « Tu sais ce qui blesse le plus les gens comme ça ? Pas les cris, pas les supplications, juste le refus de jouer le rôle qu'on vous a assigné. » Après avoir raccroché, j'ai de nouveau fixé mon téléphone. D'autres messages étaient arrivés. Ma mère disait que j'avais gâché la fête des mères. Mon père disait que je devais une conversation à la famille. Ma sœur disait qu'elle était débordée et que je faisais en sorte que tout tourne autour de moi. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé leur déception rester là où elle devait être, avec eux. Et pourtant, quelque part sous ma colère, une réalisation plus froide avait commencé à se former. Ma famille n'était pas choquée que je refuse. Elle était choquée que je refuse publiquement devant des témoins, devant des proches, devant la version d'eux-mêmes qu'ils aimaient jouer. Cela signifiait qu'ils n'allaient pas laisser passer cela tranquillement. J'ai mal dormi. Le genre de sommeil où votre corps s'éteint, mais votre esprit continue de courir. Vers 7 heures le lendemain matin, j'étais dans ma cuisine, vêtu d'un t-shirt trop grand, attendant un café assez fort pour combattre le mal de tête derrière mes yeux quand mon téléphone s'est illuminé avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé que c'était du spam ou peut-être l'un de ces appels indésirables que j'ignorais depuis des semaines, mais quelque chose m'a fait décrocher quand même. La voix à l'autre bout était calme, professionnelle, et immédiatement inappropriée pour un dimanche matin. « Bonjour madame. Ici l'officier Leclerc du commissariat de police local. Est-ce que je parle à Jeanne Dubois ?» La machine à café s'est éteinte derrière moi. J'ai dit oui. Et avant qu'il ne continue, quelque chose dans mon estomac est tombé si vite que j'ai eu l'impression de rater une marche dans le noir. Il a expliqué qu'ils avaient reçu une demande de vérification de bien-être me concernant. Ma mère les avait contactés tard la nuit précédente, affirmant que j'avais quitté un rassemblement familial en état de détresse, que je ne répondais pas à mon téléphone, qu'elle craignait que je sois instable et en danger. Pendant une seconde, je n'ai honnêtement pas pu parler. Je suis resté là, agrippant le comptoir si fort que mes doigts me faisaient mal. Instable. C'était le mot qui résonnait le plus fort. Pas disparu. Pas inquiète. Instable. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit, et il l'a soigneusement reformulé comme le font les gens quand ils savent que la version originale pourrait envenimer les choses. Il a dit que le rapport suggérait que j'étais parti en état d'agitation émotionnelle, que j'avais été sous une tension personnelle et que la famille s'inquiétait pour mon état mental. Voilà. Ma mère n'avait pas simplement paniqué. Elle avait construit un récit. Elle avait pris un acte de refus et l'avait travesti en fragilité, instabilité, danger. Elle n'avait pas appelé parce qu'elle m'aimait. Elle avait appelé parce qu'elle avait besoin que l'autorité intervienne là où la culpabilité avait échoué. J'ai dit à l'officier Leclerc que j'étais seul chez moi et parfaitement bien. Je lui ai dit que j'avais quitté un dîner de famille après un désaccord et choisi de ne pas répondre à mes proches parce que je ne voulais pas être harcelé toute la nuit. À son crédit, son ton a changé. Pas plus chaleureux exactement, mais plus humain. Il a demandé si je me sentais en sécurité, s'il y avait eu des menaces, si quelqu'un avait accès à mon appartement. J'ai répondu clairement à chaque question. Puis il a marqué une pause et a dit, avec la diplomatie prudente de quelqu'un qui avait entendu suffisamment de drames familiaux pour en reconnaître un en temps réel, il pourrait être utile de communiquer directement avec votre famille afin qu'elle comprenne que vous n'êtes pas en danger. Utile. J'ai presque ri. Utile pour qui ? Elle s'éclaircit la gorge pour moi, qui venait d'apprendre que ma mère pouvait impliquer la police avant de pouvoir respecter le mot non. Ou pour elle ? Pour qu'elle puisse éviter l'embarras quand la vérité éclaterait. Je l'ai remerciée,
j'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'avais l'air épuisé, mais je n'avais pas l'air instable. J'avais l'air de quelqu'un qui venait de voir une violation de limite évoluer en quelque chose d'officiel. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement, cette fois avec des messages de ma mère qui m'ont fait froid dans le dos par leur prétendue innocence. « Tu vas bien ? S'il te plaît, réponds. Tu m'as fait peur. J'ai seulement fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. » Il n'y avait aucune mention de la police, aucune mention des mots qu'elle avait utilisés, aucune reconnaissance qu'elle m'avait dépeinte comme émotionnellement compromise parce que j'avais refusé une garde d'enfants gratuite. C'est là que la vérité s'est précisée. Ma famille m'avait traité comme une main-d'œuvre de renfort pendant des années. Mais maintenant, je pouvais voir le système plus vaste qui se cachait derrière. Ils ne s'attendaient pas seulement à mon aide. Ils croyaient avoir le droit de gérer mes choix. Si la culpabilité ne fonctionnait pas, la pression le ferait. Si la pression ne fonctionnait pas, l'humiliation le pourrait. Si l'humiliation échouait, alors la contrainte par procuration. J'ai repensé au dîner, à la certitude suffisante dans la voix de mon père, à la cruelle petite phrase de ma sœur sur le but, et soudain tout s'est mis en place d'une manière qui m'a rendu malade. Ils voyaient sincèrement mon indépendance non pas comme une vie mais comme un refus de leur être utile. Mon rêve, mon travail, mon temps, mon corps, mon appartement, mon avenir, tout cela restait invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Alors, cela devenait une propriété commune. J'ai ouvert le fil de message avec ma mère et j'ai plané au-dessus du clavier. Je voulais écrire quelque chose de dévastateur, de précis, quelque chose qui lui ferait ressentir même une fraction de l'humiliation que j'avais ressentie en entendant un officier de police vérifier gentiment que je n'avais pas perdu la tête. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre terre. La rage était ardente, mais la clarté était meilleure. Si je répondais maintenant, il m'entraînerait dans un autre marais émotionnel où tout serait reformulé en malentendu et en amour. Non, cela avait changé l'échelle des choses. Ils avaient escaladé en premier. Cela signifiait que tout ce qui viendrait ensuite devait être délibéré, pas bruyant, pas impulsif, délibéré. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'avais besoin de savoir si ma mère avait vraiment paniqué ou si toute la famille avait parlé de moi d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'ai appelé Amandine à nouveau parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus seulement mon amie dans cette situation. Elle était ma vérificatrice de réalité. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a demandé ce qui s'était passé. Et quand je lui ai dit que ma mère avait impliqué la police et laissé entendre que j'étais mentalement instable, Amandine n'a même pas essayé d'adoucir sa réaction. Elle a dit, « Jeanne, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du contrôle. » J'ai marché d'un bout à l'autre de mon appartement pendant que nous parlions, repassant chaque mot de l'officier, chaque message de ma mère, chaque moment silencieux de ces dernières années où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais m'étais convaincu que j'étais trop sensible. Amandine m'a posé la seule question que personne dans ma famille n'avait jamais posée, « Que veux-tu faire ensuite ?» Pas « Que veulent-ils de toi ?» Je lui ai dit que je ne savais pas encore parce qu'une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait. Une partie de moi continuait de chercher l'explication plus douce, le malentendu, la réaction émotionnelle excessive qui pouvait encore être résolue par une conversation et quelques larmes. Amandine m'a laissé dans ce silence un instant, puis a dit qu'elle avait quelque chose que je devais entendre, même si je n'aimais pas ça. Une cousine à moi, quelqu'un qu'Amandine avait rencontré à une fête prénuptiale quelques semaines plus tôt, avait mentionné que ma famille parlait de moi depuis des mois, non pas avec inquiétude, mais avec dédain. Ma sœur avait apparemment dit à des proches que je travaillais à domicile parce que je ne pouvais pas gérer un vrai travail, que j'étais toujours disponible, que je n'avais pas d'engagement sérieux, et qu'une fois le nouveau bébé arrivé, je serais enfin utile à quelque chose. Amandine a dit qu'elle ne me l'avait pas dit parce que cela lui semblait mesquin et de seconde main à l'époque, et qu'elle ne voulait pas créer de drame basé sur des commérages. Mais maintenant, après l'appel de la police, cela ne ressemblait plus à des commérages. Cela ressemblait à de la préparation. Il construisait une histoire sur moi bien avant le dîner. Paresseuse, sans but, sans attache, la fille qui a du temps libre, la tante sans enfant à elle, donc sans légitimité sur son propre emploi du temps. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier où je gardais les factures, les maquettes de marque, les contrats clients, les plans de lancement, les ébauches d'enregistrement d'entreprise, toutes les preuves que mon rien avait en fait été des années de travail discipliné. Soudain, ces fichiers ne représentaient plus seulement l'ambition. Ils représentaient des preuves. Amandine a dit, «
tu dois arrêter d'argumenter avec leur version fantasmée de toi. Commence à t'occuper de ce qu'ils ont réellement fait. Cela a tout changé, car si ma mère avait juste paniqué, peut-être que cela aurait pu être interprété comme de l'émotion. Mais si la famille avait déjà dit aux gens que je dérivais dans la vie, alors le dîner de la fête des mères n'était pas une supposition spontanée. C'était un couronnement public. Ils avaient choisi le cadre, le public et le scénario. Ils comptaient sur moi pour absorber l'insulte parce que je l'avais toujours fait auparavant. Amandine m'a demandé si j'allais les confronter. J'ai dit oui, mais pas pour mendier la compréhension. J'en avais fini de traduire ma vie en mots plus simples pour qu'ils ne se sentent pas menacés par elle. J'ai commencé à mettre des captures d'écran de messages dans un dossier. Les messages manipulateurs de ma mère. L'exigence de conversation de mon père. Le petit commentaire acerbe de ma sœur envoyé après minuit, peut-être que quand j'aurai des enfants à moi, je comprendrai ce que les vraies femmes sacrifient. Celui-là m'a presque fait rire par sa pure arrogance, les vraies femmes. Comme si la féminité ne comptait que lorsqu'elle s'épuisait au service des choix d'autrui. Amandine m'a exhorté à ne pas y retourner si je pensais être coincé ou manipulé. Mais à ce moment-là, ma peur avait été remplacée par quelque chose de plus stable. Je ne retournais pas là-bas pour gagner un argument. J'y retournais parce qu'une fois que les gens sont prêts à déformer votre caractère devant la police et les proches, le silence commence à ressembler à un consentement. Elle a demandé si je voulais qu'elle m'accompagne. J'y ai réfléchi. Un témoin aiderait. Un soutien aiderait. Mais ensuite, j'ai imaginé ma famille. La façon dont ils joueraient la civilité si un étranger était présent. La façon dont ils appelleraient cela une malheureuse confusion et me puniraient plus tard de les avoir fait mal paraître. Non. Si j'y retournais, ce devait être dans la même arène où ils m'avaient d'abord désigné sans mon consentement, devant les personnes qu'ils se souciaient d'impressionner. Avant de raccrocher, Amandine a dit quelque chose que j'ai noté immédiatement parce que cela semblait être la colonne vertébrale de tout ce que je devais dire, tu ne refuses pas d'aider. Tu refuses d'être assigné. J'ai longuement regardé cette phrase après l'appel. Elle était claire, précise, indiscutable, à moins que quelqu'un n'admette la prétention exacte que je voulais exposer. Puis j'ai vérifié les réseaux sociaux et j'ai senti mon sang se glacer. Ma mère avait posté un collage sentimental de la fête des mères du dîner. Sur chaque photo, la famille avait l'air joyeuse, unie, rayonnante sous les guirlandes lumineuses et le soleil de fin de printemps. La légende disait, la famille est notre plus grande bénédiction. Si reconnaissante pour tous mes enfants et l'amour que nous partageons, même à travers les moments difficiles. Les commentaires étaient pleins de cœur. Il n'y avait aucune mention que l'un de ces moments difficiles avait apparemment nécessité un appel à la police et une campagne de dénigrement sur ma stabilité émotionnelle. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La version préférée de la vérité de ma famille était toujours celle qui ne laissait de contusion visible sur personne d'autre que moi. Alors, je me suis habillé lentement comme quelqu'un qui se prépare pour une réunion importante. J'ai choisi un jean, un chemisier noir et un blazer qui me faisaient me sentir plus affûté que la veille. J'ai imprimé quelques documents, non pas parce que je prévoyais d'agiter des papiers au visage de quiconque, mais parce que je voulais des rappels physiques de qui j'étais avant qu'ils n'essaient de me réduire à nouveau. Accord client, planning de projet, la maquette de la page de lancement de mon studio. Ma vie, tangible et indéniable. Puis j'ai pris mes clés. Je ne retournais pas au pique-nique pour me défendre. Je retournais pour mettre fin à un rôle. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 38 minutes, mais mentalement, il s'est étiré sur des années. J'ai pris la route la plus longue par instinct, celle qui passait devant la zone commerciale où j'avais travaillé à 19 ans pour aider à payer les factures, l'église où ma mère aimait être louée en tant que parent dévoué. Le parc où ma sœur avait pleuré une fois parce que je lui avais dit que je ne pouvais pas sauter un examen pour garder les enfants, et ma mère m'avait traité de froide pendant 2 semaines d'affilée après cela. Les souvenirs n'arrivaient pas en flashback ordonné. Ils venaient comme une pression. À un feu rouge, je me suis soudainement souvenu d'avoir eu 16 ans et d'avoir quitté un événement scolaire tôt parce que ma mère avait dit que ma sœur avait besoin d'aide pour un projet scolaire qu'elle avait repoussé. À l'intersection suivante, je me suis souvenu d'avoir eu 23 ans et d'avoir manqué un dîner de réseautage parce que mon père avait insisté sur le fait que la famille passait avant tout lorsque la garde d'enfants de ma sœur avait annulé. À 27 ans, quand je leur ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, ma mère avait souri de cette manière prudente qu'elle utilisait en faisant semblant de ne pas me dédaigner et avait dit « C'est gentil, ma chérie, mais c'est bien de garder des attentes réalistes. »
Réaliste, dans ma famille, ce mot signifiait assez petit pour ne gêner personne. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Je n'ai pas regardé. Je connaissais déjà la chorégraphie émotionnelle, d'abord l'inquiétude, puis l'accusation, puis la supériorité morale, puis l'invitation à se réconcilier tant que je retrouvais la forme exacte qu'il préférait. En tournant dans la route menant à la maison, j'ai remarqué des voitures supplémentaires alignées le long du trottoir. Quelques proches étaient encore là, des restes du week-end prolongé, exactement le genre de public que ma famille ne gaspillerait jamais. Le portillon du jardin était ouvert. J'entendais des rires lointains, des vers qui s'entrechoquent et des enfants hurlant à travers les arroseurs. Ils continuaient comme si rien ne s'était passé, ce qui m'a rendu encore plus en colère qu'une hostilité ouverte. Ma mère avait appelé la police pour moi moins de 12 heures plus tôt, et maintenant il mangeait une salade de fruits au soleil, comme si nous n'avions eu qu'un malentendu familial aigu. Je suis resté un instant dans ma voiture garée et j'ai laissé la climatisation souffler sur mon visage. Pour la première fois de la journée, le doute a tenté une dernière fois de s'insinuer. Et si j'entrais et qu'il tordait tout? Et si mon père élevait la voix et que je retombais dans mes anciens instincts? Et si ma mère pleurait? Elle transformait les larmes en armes plus efficacement que quiconque je connaissais. Et si ma sœur riait? Ce serait peut-être pire. Puis j'ai regardé le siège passager où le dossier était posé, et je me suis souvenu du ton de l'officier de police. Poli mais prudent lorsqu'il a demandé si j'étais en sécurité. En sécurité. Le fait qu'un étranger ait dû poser la question parce que ma mère avait choisi de me déformer était suffisant pour durcir ce qu'il restait de douceur. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu sentir l'odeur du charbon de bois, de l'herbe coupée, de la crème solaire et de ce parfum floral bon marché que ma mère portait par temps chaud. La familiarité sensorielle m'aurait autrefois apaisé ce jour-là. Cela m'a seulement rappelé à quel point les gens confondaient facilement la familiarité avec l'innocence. En marchant vers le jardin, j'ai entendu ma sœur avant de la voir, riant bruyamment, se prélassant sous les projecteurs, déjà au centre d'un autre cercle. Elle était douée pour ça. Douée pour recevoir la célébration comme de l'oxygène. Mon père se tenait près du barbecue, un verre à la main, hochant la tête à quelque chose qu'un oncle disait. Ma mère arrangeait les assiettes comme si elle avait personnellement curaté la paix. Pendant une seconde surréaliste, je me suis demandé s'ils allaient réellement faire semblant que rien ne s'était passé. Puis ma mère a levé les yeux, m'a vu, et tout son visage s'est recomposé en une performance. L'inquiétude a adouci sa bouche. Le soulagement a élargi ses yeux. Elle a posé l'assiette et s'est précipitée vers moi, pas trop vite, car une vraie panique aurait semblé suspecte. « Jeanne » a-t-elle dit, assez fort pour que les proches l'entendent. « Dieu merci. Tu vas bien ? » Voilà. Pas bonjour. Pas il faut qu'on parle. Pas je suis désolé. Juste la continuation de l'histoire qu'elle avait déjà racontée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé au-delà d'elle le jardin, les proches faisant semblant de ne pas regarder, ma sœur se tournant vers nous avec la même expression que portent les gens quand un spectacle qu'ils apprécient reprend soudainement. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai réalisé qu'elle s'attendait à ce que je soulage son malaise, que je rassure tout le monde, que j'apaise la scène. L'ancienne moi l'aurait fait automatiquement. L'ancienne moi aurait baissé la voix et pris le blâme juste pour maintenir la paix. Au lieu de cela, j'ai dit calmement et assez clairement pour que plusieurs conversations autour de nous s'arrêtent, « Je vais parfaitement bien, maman. C'est pourquoi j'aimerais savoir pourquoi la police a été informée que j'étais instable. » Le silence qui a suivi a semblé presque sacré. L'expression de ma mère a vacillé. Mon père s'est raidi. Ma sœur a posé sa tasse. Les gens qui grignotaient des chips et de la pastèque sont devenus des témoins sans bouger d'un pouce. Ma mère a immédiatement baissé la voix, ce qui m'a tout dit. « Jeanne, pas ici. » Cette phrase m'a presque fait sourire. Bien sûr, pas ici. Pas devant les gens. Pas au soleil. Pas à l'endroit où les rôles sont assignés et polis. Mais je n'avais pas roulé 38 minutes pour être géré dans le silence privé. Non, ai-je dit, en fait, c'est exactement ici que cela a commencé. Mon père est intervenu le premier et m'a dit de ne pas faire de scène. Je me suis écarté et j'ai dit qu'ils en avaient déjà fait une quand maman avait appelé la police. Le mot « police » a instantanément changé l'ambiance. Ma mère s'est précipitée, insistant sur le fait qu'elle n'avait été inquiète que parce que j'étais parti contrarié et avait cessé de répondre à mon téléphone.
J'ai demandé ce qui l'avait exactement poussé à dire à des étrangers que j'étais instable. Ma sœur m'a coupé, disant qu'il n'avait demandé de l'aide et que la famille était censée se soutenir mutuellement. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Elle avait annoncé sa grossesse. Nos parents avaient désigné mon temps, puis elle avait insulté ma vie devant tout le monde. Ce n'était pas de l'aide. C'était de la prétention. Elle a croisé les bras et a dit que je travaillais à domicile, fixais mes propres horaires, et n'avais pas d'enfants, donc évidemment mon emploi du temps était plus flexible. J'ai dit à toutes les personnes présentes que je construisais mon propre studio de design avec de vrais clients, contrats et délais, mais ma famille ignorait tout cela parce qu'il était plus facile de me traiter comme un renfort non rémunéré. Ma mère a dit que les adultes faisaient des sacrifices, et que ma sœur était débordée. J'ai répondu que choisir d'avoir un troisième enfant ne me rendait pas responsable d'élever cet enfant. Ma sœur s'est mise en colère et a demandé aux proches quel genre de tante j'étais. Cela m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai regardé autour du jardin et j'ai dit la vérité devant tout le monde. Pendant des années, j'avais été la personne que cette famille appelait chaque fois que la vie devenait incommode. Mais au moment où j'ai dit non, ma mère a appelé la police et m'a dépeinte comme instable. Le jardin est devenu complètement silencieux. Mon père voulait que la conversation soit déplacée en privé, mais j'ai refusé. Le privé était l'endroit où il réécrivait l'histoire. Le public était l'endroit où il m'avait assigné, humilié et signalé. Puis j'ai ouvert mon dossier et j'ai montré juste assez de preuves. Papier client, plan de lancement, délai, pour clarifier une chose, ma vie était réelle. Mon travail comptait. Et j'en avais fini de les laisser me traiter comme si je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant comme les gens l'imaginent dans les films quand une famille explose. Elle renifle, personne n'a renversé de table. Personne n'a jeté de verre. Ce qui s'est brisé était plus subtil et, pour moi, plus satisfaisant. C'était l'illusion. Ma mère a cessé de jouer l'inquiétude parce que le public était passé de compréhensif à incertain. Mon père a cessé de parler en phrases déclaratives et a commencé à choisir ses mots comme un homme qui s'était soudainement rappelé que d'autres personnes écoutaient. Ma sœur, dépouillée de sa facile supériorité morale, avait moins l'air d'une future maman rayonnante et plus d'une personne furieuse que sa solution de personnel privé et développait une colonne vertébrale. Pour la première fois depuis des années, ils ont tous dû me répondre en tant que personne plutôt qu'en tant que fonction. Ma mère a retrouvé ses esprits la première, mais seulement à moitié. Je pense que tu déformes les choses, a-t-elle dit. Personne n'essaie de t'utiliser. Nous pensions juste que tu voudrais soutenir ta sœur pendant une période difficile. J'ai hoché la tête une fois. Si vous aviez pensé cela, vous me l'auriez demandé en privé. Vous ne m'auriez pas assigné en public. Mon père a expiré brusquement, déjà irrité que la logique l'emporte sur l'autorité. Ça suffit, a-t-il dit. C'est allé trop loin. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est allé trop loin quand vous avez traité mon temps comme une propriété familiale. C'est allé encore plus loin quand maman a impliqué la police. Je suis juste la première personne ici à le dire à voix haute. Un cousin près de la clôture a marmonné, elle n'a pas tort. Et même si c'était à peine audible, cela aurait pu être une cloche d'église. Ma sœur s'est tournée vers la voix, puis vers moi, rougissante d'humiliation. Alors quoi maintenant, a-t-elle exigé. Tu veux que nous nous excusions tous parce que nous avons supposé que tu aiderais ta propre famille. Il y avait du venin dans la phrase « ta propre famille ». Comme si la famille ne comptait que lorsqu'elle allait dans une seule direction. J'ai répondu avec plus de calme que je n'en ressentais, non, je veux quelque chose de beaucoup plus simple. Je veux que vous compreniez tous que mon nom n'est pas une crise, pas une attaque, et pas un symptôme. C'est une réponse. Cela a semblé frapper plus fort que n'importe quelle accusation. Les gens qui comptent sur votre conformité ont souvent le plus de mal avec l'idée qu'un refus puisse être moralement neutre. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais pas de la manière dont il le faisait quand elle était sincèrement blessée. C'étaient des larmes stratégiques arrivant au bon moment. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle chuchoté. Voilà, le compte de la dette familiale qui ne pourrait jamais être remboursé car son but n'était jamais le remboursement, seulement le levier. Je me suis senti étrangement lucide. Si ce que vous avez fait pour moi était de l'amour, ai-je dit, alors cela ne devrait pas s'accompagner d'une facture chaque fois que je ne fais pas ce que vous voulez. Ma sœur a émis un son aigu et incrédule. Tu es incroyable. Maman pleure et tu continues?
Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que je n'avais pas de but à moins d'élever tes enfants pour toi. Alors, ne prétendons pas que nous mesurons la gentillesse ici. Son visage est devenu rouge. Vraiment rouge. Le genre qui se propage trop vite pour être caché. Et puis, parce que les gens se révèlent le plus pleinement lorsque l'humiliation dépasse la maîtrise de soi, elle a craqué. Elle a commencé à parler par-dessus moi, par-dessus notre mère, par-dessus tout le monde. Elle a dit que j'étais jalouse parce que je n'avais pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie famille à moi. Elle a dit que je jugeais les mères parce que je ne pouvais pas comprendre le sacrifice. Elle a dit que tout le monde avait toujours su que j'étais difficile, égocentrique, froide et secrètement rancunière chaque fois que l'attention se portait sur quelqu'un d'autre. À mi-chemin, elle a réalisé que personne ne la secourait. Ni mon père, ni ma mère, ni les proches. Le silence autour d'elle est devenu un miroir, et dans ce miroir, elle a vu à quel point elle sonnait moche. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé. Elle s'attendait à ce que le cœur familial se joigne à elle, à ce qu'il harmonise autour de sa doléance comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle n'avait que sa propre voix. Trop forte, trop aiguë, trop révélatrice. Ma mère a essayé de la faire taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ma sœur s'est écartée brusquement et a crié que rien de tout cela ne se passerait si je cessais d'agir comme si j'étais trop bien pour aider. Une parente à qui je parlais à peine, une des sœurs de ma mère, a finalement dit, prudemment mais fermement, aider est une chose. Désigner quelqu'un d'autre en est une autre. La phrase était douce, mais son effet fut dévastateur. Ma mère a pâli. Mon père a détourné le regard. Ma sœur a fixé la parente comme si la trahison venait d'arriver du mauvais côté. Pendant toutes les années où j'avais joué les médiateurs, une vérité était restée constante, une fois que la famille élargie voit le schéma, les personnes qui dépendent du schéma paniquent. Je n'avais pas besoin de vengeance au sens dramatique de la terre brûlée que j'avais fantasmé dans les minutes brutes après l'appel de la police. Je n'avais pas besoin de les détruire. J'avais besoin qu'ils soient incapables de préserver le mensonge. Et là, dans ce jardin lumineux avec le dessert à moitié mangé sur des assiettes en carton et tout le monde soudain conscient de qui avait vraiment dépassé les limites, j'ai obtenu exactement cela. Pourtant, je n'avais pas fini. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, laissez-moi faire simple. À partir de maintenant, je ne ferai plus de babysitting. Pas occasionnellement. Pas juste cette fois, pas parce que vous êtes débordés, et certainement pas parce que vous pensez que ma vie compte moins que la vôtre. Et si quelqu'un ici décide de répéter l'histoire que je suis instable, paresseuse ou sans but, je dirai toute la vérité à chaque fois, y compris la partie où maman a contacté la police parce que j'ai quitté le dîner après avoir été assigné à une garde d'enfants non rémunérée devant des proches. Ma mère a eu l'air horrifiée, non pas parce que je mentais, mais parce que je promettais de la constance. Les systèmes manipulateurs survivent grâce à la mémoire sélective. Je menaçais la permanence. Mon père a finalement tenté l'angle pratique. Jeanne, ne fais pas quelque chose de permanent pour un malentendu. J'ai presque souri. C'est permanent parce que ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma. Je n'y participe plus, c'est tout. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le double des clés de la maison de mes parents que je portais depuis l'université, j'ai marché jusqu'à la table de patio et je l'ai placé à côté du verre intact de ma mère. Pas de discours, pas de théâtralité, juste un petit bruit métallique sur le verre. Le symbolisme a frappé immédiatement. Ma mère a fixé la clé comme si elle l'avait personnellement insultée. Elle savait ce que cela signifiait. Plus d'appels d'urgence pour nourrir le chien, surveiller les enfants, apporter le gratin, gérer le désordre, sauver la situation. Plus d'attentes non annoncées déguisées en appartenance. La bouche de ma sœur s'est serrée. La mâchoire de mon père s'est contractée. Je les ai regardés tous une dernière fois et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû faire plus mal que cela n'a fait. Ils avaient passé si longtemps à mal interpréter mon silence qu'ils n'avaient jamais vraiment cru que je pourrais quitter ce rôle. Vous devez tous trouver un plan de garde d'enfants qui ne dépende pas de faire semblant que je n'ai pas de vie, ai-je dit. Et maman, ne contactez plus jamais la police à mon sujet, à moins que je ne sois réellement disparu. Si cela se reproduit une autre fois à cause de la pression familiale, je gérerai cela très différemment. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser de la menacer, peut-être pour pleurer à nouveau, peut-être pour me supplier de ne pas partir comme ça devant tout le monde.
Mais je ne suis pas resté pour l'entendre. Je me suis retourné et j'ai traversé le jardin, passant devant des proches qui évitaient maintenant mon regard par malaise ou peut-être par honte. Passant devant des enfants courant à travers la brume des arroseurs. Passant devant la représentation grandeur nature de la famille qui s'était enfin suffisamment ouverte pour que je puisse en voir les mécanismes internes. Personne ne m'a arrêté. Ce fut la deuxième victoire. Il n'avait pas de scénario pour une femme qui ne resterait pas les apaiser après avoir dit la vérité. Quand je suis monté dans ma voiture, mes mains étaient fermes. Je n'ai pas pleuré avant d'atteindre le bout de la rue, et même là, les larmes ressemblaient moins à du chagrin qu'à une libération. Au moment où je suis rentré chez moi, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer avec des messages. Mais cette fois, le ton avait changé. Pas d'accusation, mais du contrôle des dégâts. Mon père voulait parler calmement, ma mère disait que l'après-midi avait dégénéré, ma sœur disait que je l'avais humilié pendant l'un des moments les plus émotionnels de sa vie. Je n'ai répondu à aucun d'eux ce jour-là ni le lendemain. 3 jours plus tard, ma mère a appelé d'un numéro que j'avais oublié qu'elle utilisait encore. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne s'est pas excusée, pas entièrement. Les gens comme elle le font rarement, mais elle a demandé si je pouvais au moins passer et aider à régler les choses parce que ma sœur paniquait. Les coûts de garde d'enfants étaient plus élevés que prévu, et la famille était sous stress. J'ai écouté le message 2 fois, les sauvegarder, puis les supprimer sans répondre. Ce fut la vengeance finale, si vous voulez l'appeler ainsi. Pas crier, pas cruauté, pas les punir comme ils m'avaient puni. Juste laisser la réalité s'asseoir là où je me tenais auparavant. Ils avaient construit une structure familiale autour de mon travail silencieux et avaient supposé qu'elle durerait éternellement. Cela n'a pas été le cas. Et pour la première fois de ma vie, lorsqu'ils ont cherché la femme qui rendait toujours les choses plus faciles, ils ont trouvé exactement ce que je leur avais donné lors de ce dîner de la fête des mères devant tout le monde. Une réponse qu'ils ne pouvaient plus annuler. Non.